Les musées hors les murs, mais de quoi parle-t-on ? Quelles sont ses modalités et ses formats et pour quel public ? Les réponses aujourd'hui dans Sans réserve, le podcast du Quai des Savoirs. Et pour nous éclairer sur le sujet, retour d'expérience des musées de Strasbourg avec mon invitée Hélène Fourneau. Bonjour. Bonjour. Hélène, tu es responsable du département éducatif et culturel à la direction des musées de Strasbourg. Et toi et tes équipes êtes notamment en charge de la programmation de l'ensemble des musées de la ville et vous développez des actions hors les murs depuis longtemps. Nous en parlerons dans quelques instants. À mes côtés, comme toujours, Mariette Escalier. Bonjour Mariette. Bonjour Marlène. Et Lauriane Bissinguet. Bonjour. Lauriane nous parlera d'un événement hors les murs toulousain, le dimanche au bord du lac. Et avec Mariette, nous irons à la découverte de Microfolie, une plateforme culturelle portée par le ministère de la Culture et qui vient tout juste de débarquer dans la Ville Rose. Tout un programme. Sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti! Alors Hélène, les hors les murs, c'est pas vraiment nouveau. On peut dire que depuis les années 70, toute la France, tous les musées de France en proposent. On peut même dire que presque toutes les institutions culturelles y travaillent. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne avec toi sur le contexte strasbourgeois. Pourquoi vous en faites autant ? Quels sont vos objectifs à Strasbourg ? Alors à Strasbourg, nous avons, on va dire, des objectifs croisés avec ceux de la collectivité qui effectivement souhaite développer une politique inclusive d'équité sociale. Et pour les musées, une volonté là aussi de développer ces publics et de assurer un rayonnement, on va dire, sur l'ensemble du territoire de la ville de Strasbourg et de permettre au public de s'approprier ces équipements. Donc on est vraiment sur une question à la fois de démocratisation de la culture et d'inclusion. Tout à fait. Alors, c'est vraiment la volonté. Et il y a une spécificité à Strasbourg, c'est la situation inégalitaire, je dirais. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors, c'est vrai que Strasbourg est connu pour son très riche patrimoine, avec notamment sa cathédrale, ses quartiers anciens, mais on oublie souvent de dire que Strasbourg est malheureusement dans un palmarès assez triste puisqu'elle est considérée comme la 3e ville inégalitaire de France et où nous avons des grands écarts entre différents quartiers de Strasbourg. Et effectivement, sur 18 quartiers à Strasbourg, il y en a 13 qui sont qualifiés QPV. Donc QPV, quartier prioritaire de la ville. Et je voulais faire un focus avec toi sur les modes de fonctionnement de ton département. Donc tu travailles avec 11 chargés de médiation, si je ne me trompe pas. Il y a en plus des médiateurs culturels qui travaillent avec vous en contrat tempo et qui travaillent de manière transversale sur les 12 établissements. C'est bien ça, sur les 12 musées de la ville ? C'est ça. En fait, nous sommes un réseau municipal de 12 établissements. Donc, en fait, il y a 10 musées, un monument historique et un pôle d'études et de conservation des œuvres, donc avec des réserves mutualisées. Donc pour l'ensemble de ces établissements, nous assurons un travail de médiation avec un accueil du public. Donc ça va de l'Antiquité, enfin même de la préhistoire avec le musée archéologique jusqu'à l'art contemporain. Nous avons à la fois des musées de société, comme le musée alsacien ou le musée zoologique, et nous avons des musées d'histoire et d'art. Donc on a plusieurs spécialités. Tous tes médiateurs et médiatrices travaillent sur l'ensemble des musées ou est-ce qu'ils ont des spécificités, est-ce qu'ils sont spécialisés en termes de contenu ? Alors, ils sont spécialisés en termes de contenu. Chaque chargé de médiation et de projet culturel est rattaché plus particulièrement à un musée et développe pour ce musée à la fois des actions éducatives pour l'accueil des groupes et une programmation culturelle pour le public individuel. Mais par ailleurs, chaque chargé de médiation porte un dossier transversal pour l'ensemble des musées par typologie de public. Donc par exemple, le public des seniors, le public en situation de handicap, le public de la petite enfance, etc. Et donc, avec les collègues, en binôme, en trinôme, vont imaginer différents projets. Et effectivement, chacun de ces chargés de médiation est également
porteurs de projets spécifiques, on va dire presque sur mesure, dont font partie les fameux HLM, donc les projets hors les murs, puisqu'on les utilise, on les appelle avec l'acronyme HLM. Alors justement, on parle de hors les murs. C'est quoi le périmètre du hors les murs? Je le disais en introduction, de quoi parle-t-on? Est-ce que le hors les murs, c'est dès qu'on est au pied de l'établissement? Est-ce que c'est principalement dans les quartiers prioritaires de la ville? Tu en parlais à l'instant. Est-ce que c'est ce qui englobe les zones périurbaines, le département, la région, voire même des actions qui pourraient aller sur toute la France? De quoi tu parles? De quoi vos équipes à Strasbourg parlaient quand vous abordez le hors les murs? Alors, nous parlons pour le hors les murs quasiment de tout ce que tu viens de citer, mais avec quand même une volonté politique de la collectivité, vraiment de mettre des temps forts sur les QPV. Mais néanmoins, nous avons des actions, j'allais dire, sur les places des musées, à l'extérieur, vraiment là aussi pour inciter à entrer. Mais, et on a évidemment des actions qui vont au-delà de la ville de Strasbourg, sur l'Eurométropole, sur le département, sur la France et même à l'international, puisque par exemple nous faisons partie du réseau Frame, qui est donc un réseau de musées franco-américains, et nous avons des actions transatlantiques et qui sont elles aussi, on peut dire, hors les murs. Et les publics cibles, du coup, de ces hors les murs, j'imagine qu'en fonction justement des modalités dont tu viens de parler, on n'est pas sur les mêmes publics. Tu parlais tout à l'heure des QPV, donc les habitants des quartiers, les publics qui ne viennent pas au musée font partie de vos publics cibles. Est-ce que vous avez une typologie de public cible? Alors, on a, oui, plus ou moins une typologie qui, en fait, distingue, on va dire, trois groupes de public. Tout d'abord, finalement, les connaisseurs, les gens qui seraient déjà familiers ou déjà qui fréquentent les musées, parce que nous les ciblons presque en priorité pour leur donner ensuite le statut d'ambassadeur et donc d'aller sur le terrain, dans les quartiers, repérer déjà ces personnes qui sont déjà connaisseurs. Comment vous les trouvez, ces connaisseurs? D'où ils viennent? Vous les captez via les newsletters de vos musées? Vous les cherchez en face publique quand ils sont là dans vos expositions? Alors, c'est souvent effectivement des partenaires avec qui on a déjà une longue collaboration, qui vont être encadrants de groupes, qui vont être responsables de structures, qui vont être dans des associations localisées. Et aussi parce que nous avons à Strasbourg une association qui s'appelle Tôt ou Tard, avec un jeu de mots sur tard, donc T''ART, donc qui fédère en fait toutes les associations socio-culturel de Strasbourg, et c'est vrai que c'est souvent par ce biais-là qu'on va repérer en fait justement ces fameux ambassadeurs ou relais qui vont nous permettre déjà d'implanter, de faire nos propositions en fait de projets hors les murs. Donc l'idée, c'est de travailler avec eux. En fait, ces ambassadeurs sont quelque part des personnes qui peuvent vous permettre d'accueillir ou d'installer des actions hors les murs au sein de leur structure, leurs établissements ou dans leur quartier, s'il s'agit d'acteurs locaux associatifs, par exemple. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est aussi eux qui parfois nous envoient des propositions de projets et qu'on va pouvoir étudier ensemble. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce serait justement les non-connaisseurs, les gens peu familiers des musées, mais aussi plus largement de la culture ou des équipements culturels. Et donc là, on passe par la première catégorie de groupe pour les toucher, mais on fait aussi, en fonction, si c'est vraiment pour du public individuel, on va aussi utiliser effectivement les newsletters, les réseaux sociaux, où nous sommes aussi très volontaires dans les pratiques de ce qui s'appelle les petits déjeuners culturels, en fait, qui sont organisés dans les différents quartiers de Strasbourg, où se rencontrent justement les acteurs culturels des quartiers et où nous pouvons là aussi rencontrer les habitants. Et puis nous participons aussi régulièrement aux ATP, donc les ateliers territoriaux de proximité qui sont organisés par la ville, là aussi dans les quartiers, sur différentes thématiques et où on peut rencontrer directement les habitants. D'accord. Et la troisième catégorie alors ?
Et la troisième catégorie, là, c'est ce qu'on appelle plus généralement les publics empêchés, c'est-à-dire les personnes, par exemple, en maison de retraite ou en EHPAD, les personnes hospitalisées ou les personnes à la maison d'arrêt de la ville de Strasbourg. Donc, qui potentiellement ne peuvent pas se déplacer dans les musées ou alors, potentiellement ou sur une période donnée, n'ont pas accès au musée. Donc là, on va aussi faire des actions ciblées pour ces publics-là. Tu as des éléments chiffrés ou pas sur la répartition en fait de ce temps de travail entre guillemets. Tu parlais de différents types de publics. Tout à l'heure, tu parlais des QPV. Tu disais que c'était quand même ce qui était dans vos objectifs prioritaires. Tu sais à peu près quel pourcentage de temps est alloué à chacun de ces types de dossiers ? Alors, non, on n'a pas vraiment de chiffres. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce sont effectivement des dossiers très chronophages et que généralement, ça touche un public quand même limité. Donc, ça va être une action... Les grands projets qui peuvent se déployer sur une année, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui va demander du temps. Le temps justement d'être identifié, d'identifier aussi les partenaires avec qui on va travailler et les bénéficiaires. Et puis, ça peut être effectivement un petit groupe de personnes. Donc, d'où la nécessité d'être soutenu par notre hiérarchie et par notre tutelle de la direction de la culture. Parce que pendant ce temps, c'est clair qu'on n'accueille pas des centaines ou des milliers de groupes scolaires, par exemple, dans les musées. Enfin, en tout cas, ça veut dire que sur le temps, la gestion du temps de travail, on est prêt à accorder un temps spécifique pour ces actions. Lauriane ? J'avais une petite question, en fait, je me demandais si c'était les mêmes médiateurs qui étaient mobilisés en face publique et qui faisaient aussi les actions hors les murs, ou est-ce que c'est divisé ? C'est généralement les mêmes. Donc la distinction qu'on fait dans notre équipe, c'est qu'on parle de chargés de médiation pour les personnes qui coordonnent en fait la médiation, donc qui sont permanents, que j'encadre, et les médiateurs qui sont donc soit vacataires, soit agents du centre de gestion du Bas-Rhin, et qui eux interviennent effectivement ponctuellement sur des animations, donc en face à face. Mais pour les actions hors les murs, ça reste quand même prioritairement les chargés de médiation. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment des projets qui sont montés sur mesure et donc qui nécessitent vraiment une mobilisation en fait de la personne sur le dossier. Alors, on parlait des publics qui ne viennent pas au musée, les non-connaisseurs. Je propose d'écouter Lauriane qui a voulu mettre en lumière un événement annuel toulousain où acteurs culturels vont justement à leur rencontre au quartier de la Rainerie. C'est le Zoom sur Écosciences. Un robot dans un Fab Lab, discuter avec un apiculteur, découvrir un cirque flottant sur un lac ou encore réparer son vieux grille-pain dans un café bricole, le tout en une seule journée, c'est possible grâce à un dimanche au bord du lac. C'est une manifestation scientifique et festive qui se déroule, comme son nom l'indique, un dimanche à Toulouse dans le quartier de la Rainerie. Et on peut en profiter chaque année début octobre pendant la fête de la science. Et c'est une initiative portée par Toulouse Métropole. Oui, en particulier par ses directions de la culture scientifique, technique et industrielle, de l'action socioculturelle et de l'action territoriale. Un vrai projet transversal. Oui, d'ailleurs on a dit porter, mais on devrait plutôt dire copiloter, puisqu'il y a plein d'autres structures, assos et acteurs qui sont largement impliqués. Parmi les nombreux copilotes de l'événement, on compte des structures de culture scientifique, comme le Quai des Savoirs ou le Muséum de Toulouse. Elles sont partie prenante dans la programmation, mais s'engagent aussi dans une démarche d'ouverture et de dialogue avec les autres structures participantes, qu'elles soient du quartier de la Rainerie ou d'autres villes de la région toulousaine. À chaque édition, on a tout un tas d'animations ludiques sur la journée. Il y en avait une quarantaine l'an passé, avec des rencontres, ateliers, spectacles, jeux, des expos, mais aussi des visites patrimoniales de sites méconnus comme le château de la Rainerie, qui date du XVIIIe siècle et qui ouvre exceptionnellement ses portes pour l'occasion. Et cette initiative, elle a plusieurs objectifs. D'abord, le partage des savoirs et savoir-faire avec le plus grand nombre. La journée touche en partie des personnes qui ne viennent pas ou peu dans les structures culturelles. Et autre objectif que je trouve super important, c'est la volonté de créer un lien social par la valorisation d'un quartier prioritaire de la
politique de la ville. Le projet Un dimanche au bord du lac, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le contrat de ville. Oui, le contrat de ville qui a pour but de réduire les inégalités dans les quartiers prioritaires, justement. C'est ça, et l'idée c'est de mettre en place des actions dans le but de lutter contre les discriminations, de renforcer l'égalité femmes-hommes et de mieux prendre en compte la jeunesse des quartiers. Et je trouve aussi important de souligner que l'implication des centres socioculturels et des assos de quartier, elle est essentielle dans cette initiative. Ce sont ces structures qui contribuent à l'ancrage de l'événement dans le quartier, mais aussi à ce que les habitants se sentent impliqués et qu'ils voient leur quartier valorisé. C'est vraiment un travail collectif avec la volonté des structures de sortir de leurs murs, tout en donnant un autre regard sur le quartier, un regard porté par ceux qui y vivent. Merci Lauriane. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur ecosciencessud.fr. Hélène, j'imagine que ce qu'on vient d'entendre vous fait écho. À Strasbourg, vous menez donc beaucoup d'actions dans les quartiers, on l'a déjà évoqué. Est-ce que vous proposez aussi ce type d'événement, plusieurs musées qui travaillent ensemble sur un événement plutôt festif, comme ça, avec les habitants de quartier ? Oui, nous le faisons aussi. Nous l'avons fait, par exemple, avec le musée historique et le musée archéologique à l'occasion de fouilles entreprises dans un quartier à la suite des travaux pour le tram. Et effectivement, où on a découvert un certain nombre de vestiges romains. Et vraiment, pour intégrer les habitants du quartier à ces découvertes, on a fait aussi ce genre d'activités. Par exemple, dans les jardins familiaux de ce quartier, on a fait pousser des plantes qu'on mangeait à l'époque romaine et on a fait des recettes avec les personnes du quartier, donc les familles du quartier, à partir de ces plantes et dont on pouvait voir aussi des reproductions sur des monuments au musée archéologique. Et justement, revenons sur toutes les typologies ou les formats dehors les murs que vous proposez. On en a discuté quelques-uns depuis le début de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire une synthèse un peu des différents types de formats dehors les murs que vous montez avec vos équipes ? Alors, on a effectivement différents formats, différents outils de médiation. Donc, ça peut être, j'allais dire, les classiques mallettes pédagogiques, là aussi qu'on voit un petit peu dans tous les musées, avec, par exemple, des artefacts ou des objets non inventoriés des collections qu'on peut prêter dans ces mallettes. Donc, soit avec un mode d'emploi, soit avec carrément la présence d'un médiateur qui vient faire une intervention avec ces mallettes. On a aussi, par exemple, mis en prêt les spécimens du musée zoologique. Oui, adopte un animal. Voilà, c'est ça, adopte un animal du musée zoologique, puisque nous sommes actuellement en travaux de rénovation pour ce bâtiment qui devrait réouvrir en fin 2024. Et donc, on s'est dit que pour que les collections puissent encore être disponibles, on a mis en place ce dispositif qui est ouvert. Alors, moi, je le souhaitais à tous les habitants, mais finalement, ce ne sont que les structures éducatives ou socioculturelles qui peuvent les adopter, on va dire, mais à charge, par exemple, pour la structure, quand elle adopte un animal, de monter une programmation culturelle, scientifique ou sociale dans son établissement. D'ailleurs, je pense à je ne sais plus quel établissement a emprunté les spécimens de loups. Tu vas nous éclairer. Mais j'avais vu qu'avec les loups, il y avait également eu des prêts de vidéos d'art contemporain, des estampes, donc qui venaient des autres musées, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc, il y a vraiment la volonté aussi à Strasbourg de profiter de la force de notre réseau. Puisque, comme je vous le disais, donc, ça va de l'Antiquité jusqu'à l'art contemporain. Et nous sommes vraiment dans cette envie de faire circuler les publics sur l'ensemble des collections. Et c'est vrai que quand on fait ce genre de projet, on essaye vraiment de les monter en réseau. Donc oui, pour le loup qui avait été prêté dans une médiathèque, il y avait effectivement des œuvres d'art contemporain, des dessins de Tommy Ungerer et des ouvrages aussi de la bibliothèque des musées qui étaient prêtés en plus donc du spécimen. J'ai une question pratico-pratique. Oui. Comment vous faites en fait lorsque vous prêtez comme ça des objets de collection, donc qui sont soumis à des normes
normes d'hygrométrie. Les estampes, c'est pas plus de 50 lux, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous mettez à disposition aussi des dispositifs pour les conserver, du coup, hors les murs, dans une école, une médiathèque Alors, effectivement, quand je disais que pour avoir un prêt, il faut que la structure s'engage sur une programmation, mais évidemment aussi sur un respect des consignes de conservation préventive. Donc, il y ait effectivement un climat de qualité, et puis qu'il y ait évidemment une surveillance aussi, que la pièce puisse être au moins sous surveillance, ou en tout cas fermée quand le public n'y a pas accès. Et puis, mais évidemment, le choix de ce qu'on va prêter dépend aussi de ça. C'est-à-dire qu'on va prêter plutôt des multiples, justement des vidéos qui sont quand même plus facilement transportables. Par contre, pour les spécimens, c'est clair que là, on fait quand même une demande en préfecture pour déplacer les spécimens. C'est comme un prêt pour une exposition à l'extérieur. Donc, c'est quand même des conditions complexes. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on s'est aussi cantonné à certaines structures et pas une proposition tout public, on va dire. Ouais, c'était trop compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Mais je ne désespère pas, parce que c'est vrai qu'on a aussi une artothèque à Strasbourg qui fonctionne quand même sur le prêt d'œuvres chez les particuliers, donc pourquoi pas aussi... ça fait partie des perspectives. Tu l'as voilà. En tête, on l'entend. Et donc on vient de parler d'une méthode plutôt participative, transversale, avec entre tous les musées de Strasbourg. Est-ce que vous travaillez avec d'autres services éducatifs de la ville ? Je pense, tu parlais des médiathèques, mais est-ce que les théâtres, les archives, etc. sont des services avec lesquels vous travaillez aussi ? Tout à fait. On a donc des réunions régulières avec ce qu'on appelle les SEAC, donc les services éducatifs de l'action culturelle de la ville de Strasbourg, où on met en commun justement les grands projets et on imagine certains projets transversaux. Par exemple, vous savez peut-être que Strasbourg a été lauréate pour le label Capitale mondial du livre pour 2024. Et donc là, justement, pendant ces réunions du SEAC, on est en train d'imaginer toutes les actions qu'on peut mener ensemble selon les différentes structures, mais aussi l'orchestre philharmonique, l'opéra, les archives, le TAPS, la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame et d'autres. On travaille avec ça. Mais après, on travaille aussi évidemment avec les autres directions de la ville, par exemple la direction de l'enfance et de l'éducation, la direction de la solidarité et de la santé, le service des sports. Selon les projets, on travaille vraiment, on essaie de travailler en maximum en transversal. C'était le cas par exemple pour l'exposition de la Marseillaise que nous avions eue l'année dernière. Nous avions travaillé avec le service des sports et nous avions dans les tribunes du stade de la Méno, pu faire un stand musée, expliquer pourquoi la Marseillaise à Strasbourg et offrir des places pour aller visiter les musées aux spectateurs de la rencontre Strasbourg-Marseille. Une forme originale de hors les murs, dans un stade, en effet. Oui. Ouais. Et revenons aux acteurs sociaux éducatifs. On en parlait tout à l'heure également. Comment vous travaillez avec eux ? Est-ce que c'est... je vais mettre les pieds dans le plat. J'imagine que c'est très compliqué d'aller travailler dans les QPV sans travailler avec eux. Vous mettez en place aussi une méthode de travail régulière avec ces acteurs ? Tout à fait. C'est vrai que ça n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Et en fait, non seulement on travaille avec les acteurs socio-éducatifs locaux, mais j'allais dire, on travaille vraiment avec des interlocuteurs ciblés. C'est-à-dire que là aussi, avec l'expérience, on se rend compte qu'un projet hors les murs, il fonctionne à partir du moment où il y a les, entre guillemets, bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce sont vraiment les personnes qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir nous donner à l'instant T la température et le climat, en fait, qui est favorable ou pas au développement du projet. Ce sont des vrais relais. C'est ça, des vrais relais. Et que si on n'a pas ces personnes-là, quand il y a du turnover dans certaines structures, c'est compliqué finalement de continuer à travailler avec la structure parce que il faut vraiment que des gens investissent. C'est pas simplement des missions, j'allais dire qu'on peut mener un peu automatiquement.
Et est-ce que tu as des exemples d'écueils, de choses qui n'ont pas marché, des conseils pour nos auditrices, auditeurs, de choses à ne surtout pas faire ou à éviter quand on veut déployer une action hors les murs dans les quartiers, par exemple? Eh ben, l'écueil, ce serait justement d'arriver avec un projet trop bien ficelé, trop descendant, qui apparaît un peu ex cathedra, sans justement concertation locale. Et bon, c'est vrai que ça nous est déjà évidemment arrivé. Et c'est souvent quand on veut vraiment bien faire, quand on pense justement avoir imaginé tous les éléments les plus pertinents, qu'on se rend compte que s'il n'y a pas eu co-construction, s'il n'y a pas eu un ancrage réel sur le territoire, ça va marcher. Voilà, ça marche pas, ou en tout cas ça va marcher plus modérément. On a le cas, si je peux raconter, on avait eu le cas avec justement la maison d'arrêt de Strasbourg, où c'était 2 étudiantes à l'école d'art qui avaient eu envie de faire un projet qui, sur le papier, paraissait vraiment génial, sur la question justement du rapport du corps et de l'être humain à son propre territoire. Et donc, elle voulait travailler avec des détenus sur la notion de ce rapport espace intime et espace public, on va dire. Donc, elles avaient sélectionné un certain nombre d'œuvres au musée, aussi des ouvrages, des livres d'artistes. Elles nous avaient demandé, qu'est-ce qu'on pouvait mettre à disposition. Et elles étaient arrivées dans un groupe à la maison d'arrêt où, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné, parce que ça a été vraiment pris comme quelque chose d'extérieur qui n'avait pas d'à-propos avec ce que pouvaient vivre les gens à ce moment-là. Et plus tard, donc, on a retravaillé avec la maison d'arrêt, mais avec une artiste qui est enseignante là-bas depuis des années et qui, justement, en fait, est venue me voir un jour en me disant, en ce moment, dans mon cours d'art plastique, j'ai un très bon groupe, des gens très curieux, très volontaires. Est-ce que tu voudrais venir juste parler des musées? Donc, ça montre encore la nécessité d'avoir une très bonne connaissance de nos publics, de savoir à qui on parle. C'est ça. Et donc, je suis allée la première fois parler des musées. Effectivement, on va dire que la mayonnaise a pris. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à construire le projet. Et le projet, donc, ça a été de faire des ateliers d'écriture, des ateliers d'art plastique, jusqu'à la création d'une exposition dans la bibliothèque de la prison, où les détenus étaient vraiment partie prenante de cette exposition. Et à ce moment-là, on a pu faire sortir une œuvre du musée pour l'installer dans la bibliothèque. Donc, c'était des gravures de Max Ernst qui, là, de façon un peu ironique, ils avaient beaucoup plu, s'appelait L'Évadé. Donc, et les détenus, donc, ont fait toute une série de dessins et de poèmes. Et ils ont présenté ensuite l'exposition au directeur de la prison et aux différents conseillers SPIP. Et donc, on avait là, pour le coup, un vrai projet solide, pertinent. Et ce carnet de dessins, on a fait un carnet avec les dessins et les poèmes par rapport à l'œuvre de Max Ernst. Et quand on présente l'œuvre de Max Ernst maintenant au Musée d'art moderne et contemporain, on présente également le carnet des détenus aux visiteurs. Donc, il y a aussi une valorisation de ce travail. Et c'est ça qui est aussi très important pour nous dans l'objectif, c'est que même si on a des actions hors les murs, notre but quand même, c'est d'aller chatouiller l'envie des gens d'aller visiter en vrai un musée. Et donc, même si l'action, elle existe en tant que telle sur l'espace, dans les quartiers, notre espoir, c'est qu'effectivement, ça donnera envie aux gens d'aller pousser la porte d'un musée. Donc ça, c'est un objectif très clair. Alors, tu parlais en début d'émission de l'objectif de démocratisation de la culture, de travailler sur l'inclusion, mais donc de faire venir les publics hors les murs dans vos établissements, c'est un objectif assumé. C'est ça. Alors, comment on l'évalue, ça ? Comment est-ce qu'on quantifie si on a réussi ? Si c'est un objectif, comment on sait qu'on y est parvenu? Alors, là encore, ça reste très compliqué, hein, les questions d'évaluation, et plus particulièrement pour les publics individuels, donc les gens qui viennent spontanément au musée. Par contre, pour évidemment les groupes et les personnes qu'on va toucher sur certains, que ce soit les EHPAD ou les groupes scolaires ou autres, là évidemment c'est plus facile de faire des bilans quantitatifs et qualitatifs. On a quand même eu une grande étude des pratiques culturelles des Strasbourgeois en 2019 qui a été réalisée et qui nous a quand même
donné du baume au cœur parce qu'on s'est rendu compte que les musées de Strasbourg avaient quand même une bonne visibilité au sein de la population strasbourgeoise et même de la population non familière des musées. On avait quand même un bon pourcentage, en tout cas au niveau de la connaissance. Et donc c'est une enquête qui a été faite par téléphone et qui a été précisée ensuite avec des entretiens d'1 heure avec une 50aine de personnes, donc qui avaient été sélectionnées pour étant des non pratiquants des établissements culturels. Et donc dans cette enquête plus fine, on avait vu qu'effectivement un certain nombre de personnes parlaient d'actions qu'on avait pu faire dans les quartiers et qui leur avait donné envie d'aller ensuite au musée. Donc ça reste ponctuel. Et oui, mais ça permet quand même d'avoir quelques éléments de bilan qui sont plutôt positifs. Je voudrais terminer avec un sujet qui me semble intéressant. C'est un tout nouveau dispositif innovant sur lequel tes équipes et toi travaillez et qui permet de penser et pratiquer les musées autrement, le Muséolab. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Voilà, alors le Muséolab, c'est effectivement quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans, enfin même déjà depuis la période Covid, dans l'idée de créer des temps et des espaces avec les publics pour imaginer des nouveaux outils de médiation, pour prototyper des nouveaux supports avec le public. Donc, on organise régulièrement des rencontres, un peu à la manière justement des Fab Labs ou par exemple de Muséomix, que vous connaissez sûrement. Donc, voilà, des invitations qui sont faites au public, par exemple pendant les journées du patrimoine, de venir imaginer quel type de cartel on pourrait faire dans un musée. Donc, par exemple, est-ce que c'est des cartels vidéo? Est-ce que c'est des cartels, justement, des paroles de visiteurs, etc. Et donc, pour ce faire, on est vraiment avec des spécialistes de la médiation, des spécialistes du numérique et des différentes, du numérique, mais plus largement, des supports techniques, on va dire, et donc du public, des habitants. Et puis, par ce Muséolab, on fait aussi des projets plus conséquents. Par exemple, on en a fait un l'année dernière dans le quartier du Port du Rhin où s'est implanté donc nos réserves mutualisées pour que les habitants justement s'approprient ce nouvel équipement. Et donc là, on a travaillé avec une classe qui est classée REP, avec des étudiants en design. Également avec des jeunes décrocheurs scolaires et puis un espace qui s'appelle la Virgule, donc qui est un endroit qui centralise justement un Fab Lab, des ateliers d'artistes, des artisans, des architectes, des designers et donc une salle polyvalente donc mise à disposition par la ville. Et donc avec toutes ces personnes-là, on a carrément imaginé un musée idéal au port du Rhin. Et pour ce faire, donc on a justement, avec les publics bénéficiaires, on a étudié et découvert en fait tous les métiers dans les musées, donc de la conservation au gardiennage, au transport, à la communication, au support technique, etc. Et donc il y a eu une exposition qui a été faite de ce musée incroyable. Donc il fallait plonger dans le Rhin pour accéder à l'entrée du musée et après donc d'avoir une espèce de combinaison avec des tentacules pour avoir le droit quand même de toucher les œuvres, etc. Enfin voilà, donc, un très très beau musée. Tout ça nous donne envie de venir à Strasbourg. Alors on a évoqué avec toi de nombreux formats que peuvent revêtir le hors les murs et le numérique dans tout ça. Focus avec Mariette sur un dispositif culturel numérique porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette, la Microfolie. Alors la Microfolie, c'est une sorte de musée numérique en fait, qui va permettre aux collections des musées de rayonner en dehors de leurs murs sur tous les territoires pour lutter contre les zones blanches culturelles, donc comme les zones rurales ou les QPV. Cette première étape de découverte des musées est destinée à des publics qui ont moins de facilité d'accès grâce à la numérisation des collections des 12 établissements culturels nationaux fondateurs, notamment le Louvre, le Château de Versailles, Pompidou, Univers Sciences ou encore le Festival d'Avignon.
Les microfolies peuvent s'implanter ex nihilo ou dans n'importe quelle structure existante. Une médiathèque, une salle des fêtes, mais pourquoi pas aussi des lieux patrimoniaux comme une chapelle, pour présenter aux habitants du territoire des collections thématiques numérisées en très haute définition. Et j'imagine qu'il y a des conditions pour accueillir une microfolie ? Oui, alors un espace de 5 mètres carrés minimum est nécessaire, avec un coût donc d'environ 40 000 €, mais qui peut être subventionné jusqu'à 80%. L'accompagnement réalisé par la Villette permet aussi aux porteurs du projet et aux microfolies du réseau d'accéder à un ensemble de ressources partagées, allant de la conception à l'animation. Alors une fois la microfolie installée, les visiteurs ils en prennent plein les yeux, avec les milliers de chefs-d'œuvre réunis par les établissements partenaires, avec les œuvres d'art, des tableaux, des sculptures, mais aussi des opéras ou des pièces de théâtre qui défilent sur un grand écran en musique. Vous craquez sur une des œuvres qui défilent et avez envie d'en savoir plus, hop, un like sur les tablettes connectées mises à disposition et vous accédez au cartel développé, à des contenus, des jeux, des vidéos, des zooms donc sur les œuvres. D'autres modules peuvent également compléter ce dispositif comme un Fab Lab ou encore des casques de réalité virtuelle qui vont permettre des expériences immersives dans ces œuvres, mais pas que du numérique, puisque d'autres activités de médiation humaine peuvent également accompagner cette offre. Des conférences, des ateliers d'activités manuelles, des spectacles si la salle dispose d'une scène. C'est une vraie hybridation donc pour donner envie d'aller au musée ensuite. Et tu as pu la tester ? Et oui, j'ai pu enfin découvrir ma première microfolie depuis le temps que j'en entendais parler, grâce à une des toutes dernières à avoir été créée, qui a investi la salle de spectacle du centre Ernest Renan, dans le quartier UPV de Toulouse, le quartier des Isards à Trois-Cocus. C'est la première de Haute-Garonne à rejoindre ce vaste réseau de plus de 200 microfolies en France, mais aussi à l'international. Elle est installée de manière pérenne et accueille tous les publics, individuels, scolaires, groupes sociaux, associations, seniors, selon des horaires dédiés grâce à 2 médiateurs et au soutien de l'équipe du Centre culturel Ernest Renan. Pour tout savoir sur les horaires de visite libres ou guidés, sur leur programmation d'ateliers et de réalité virtuelle, vous pouvez vous rendre sur leur compte Facebook ou leur compte Instagram, donc Centre culturel Ernest Renan. Merci Mariette, et pour plus d'infos sur les microfolies, rendez-vous sur le site du ministère de la Culture. Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invitée, Hélène Fourneau. Et pour les curieux et les curieuses, nous vous avons évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quai-des-savoirs.fr, rubrique podcast. N'hésitez surtout pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à notre partenaire Instant Science, à la prise de son Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production Quai des Savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux.